qui a été faite donc, dans un cadre un peu différent. Et puis je vais parler un petit peu de ces différents types de jeux sérieux aussi qui sont en train de se développer, ce genre de choses. Je vais le faire un petit peu différemment pour essayer de ne pas faire de doublons. Peut-être avant de commencer avec ça, simplement vous préciser que moi je suis architecte urbaniste. Si je me suis intéressé à ce genre de questions, c'est parce que c'était lié à une sorte de constat qui était un peu frustrant pendant les études d'archi, où on avait tendance à accorder beaucoup d'importance à l'image et peu à l'analyse, peu au fond, et à l'analyse particulièrement du contexte, d'une certaine manière, comment prendre en compte de manière plus fine le contexte social et spatial pour augmenter en tout cas les propositions ou la qualité des projets ou même notre propre capacité à concevoir seul ou en équipe et ainsi de suite. Et donc du coup à partir de là j'ai commencé à m'intéresser à la complexité, Edgar Morin, tout ce qui suit autour de ça. Donc voilà l'héritage un petit peu à partir duquel j'ai commencé à travailler en tant qu'architecte urbaniste pendant 3 ans dans une agence Interland. Ok, dans une agence donc Interland à Lyon, qui est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est dans cette agence qu'on a produit en fait ce jeu-là. Et c'est ce témoignage-là que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, dans le sens où c'est une agence qui est dimensionnée pour répondre au diagnostic territorial. Donc eux, c'est ce à partir de quoi ils travaillent principalement. Après, il y a d'autres activités, mais typiquement, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage urbaine, territoriale, à différents niveaux. Donc voilà, je vais préciser ça un petit peu, mais simplement pour finir, donc sur ces 3 années-là, avec cette agence, il y avait des questions de pousser un petit peu les limites du diagnostic territorial tel qu'il est demandé, avec beaucoup de participation et ainsi de suite, et aussi une volonté de s'orienter vers la recherche. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut développer des méthodes qui nous permettraient d'aller encore plus loin justement dans l'analyse urbaine, pour parler de manière générale, pour faire des propositions et ainsi de suite. Et ça m'a amené une année, enfin après 4 ans du coup, à commencer justement un doctorat sous la direction donc de Jacques Lévy et Vincent Kaufmann sur la mesure de l'urbanité. Donc une sorte d'objet de produire un indicateur assez rationnel, on va dire même très rationnel pour le coup, mais donc sur ces questions d'une substance urbaine, avec une approche complexe et une modélisation de la notion de lieu. Donc voilà pour le cadre un petit peu général de quel est le regard que je peux offrir et à partir duquel en fait je vous fais cette proposition-là. Pour ce jeu, donc c'est un jeu qui a été réalisé avec beaucoup de difficultés pour convaincre en fait les différentes personnes au sein de l'agence. Donc, qui sont responsables de ça à l'époque, c'était mon chef de projet et puis le directeur de l'agence aussi directement. En fait, on s'est retrouvé dans une situation qui était décrite aussi tout à l'heure dans le cas suisse un petit peu. C'est en France, ils appellent ça un dialogue compétitif, dans lequel on se retrouve avec 3 équipes mixtes qui intègrent des compétences en urbanisme pour faire une proposition, une analyse urbaine et territoriale. Et donc, il y a tout un processus de sélection qui fait qu'ils retiennent au final, dans ce cas-là, 3 équipes, et ces 3 équipes sont mises en compétition. Donc, le cadre, c'était la même journée avec une animation et une présentation des premiers constats en fait sur le territoire. Donc sur cette présentation, on était tout à fait à l'aise parce que c'était le fonds de commerce vraiment de l'agence. C'est les habitudes de travail qui étaient développées avec souvent une équipe transdisciplinaire, avec des gens de Sciences Po, au moins un architecte, un urbaniste et un paysagiste. Voilà le cas classique, un petit peu pour vous donner encore une vision un petit peu plus précise de ça. Et donc dans cette situation-là, en fait, moi j'ai pris l'initiative justement, et puis je suis finalement arrivé à convaincre d'expérimenter non pas une concertation classique, comme avait l'habitude de le faire l'agence, de solliciter des gens à des horaires les plus ouverts, toute la difficulté d'attirer les bonnes personnes dont on parlait tout à l'heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite, qui étaient, pour le dire clairement, les tranches conditionnelles classiques qui participaient de l'offre pour pouvoir permettre à l'agence d'avoir en fait une offre un petit peu plus grosse que ce qui était proposé, en fait, ce genre de choses qui étaient activées partiellement, et puis il y avait des étapes, et ainsi de suite. Donc ça, c'était ces compétences-là, et donc du coup, on est arrivé à mettre en place ce jeu. Ce jeu, je l'ai conçu, on l'a produit, et on l'a testé en agence pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça prenait absolument pas. Donc c'était vraiment parce que en fait l'idée c'est pas tellement à travers ce jeu d'assumer un rôle, ce qui est le cas. Ça nous intéressait pas du tout. Ce qui nous intéressait à travers ce jeu, c'était d'acquérir des données sur le contexte social et spatial. Finalement, sur le site en question, on a parcouru, comme tout le font de nombreux architectes et urbanistes, Google Earth à l'époque,
Et on a fait une journée et demie de terrain avec des compétences très variées et concrètement très très peu de temps. Donc finalement, la manière dont cet espace est vécu, donc ce territoire est vécu, on en avait très peu de connaissances et pourtant on se positionnait en tant qu'expert. Donc là-dessus, au sein de l'agence, on était tous d'accord pour dire que c'était insuffisant. Et par contre, comment est-ce qu'on peut aller au-delà, justement, c'était cette question-là. Et donc à travers justement ce jeu, l'idée c'était justement d'acquérir des données sur le contexte. On était dans un concours aussi, donc il y avait quand même cette notion de compétition. À un moment, on est là pour gagner le concours. Et ce qui a marqué les esprits au sein de l'agence, c'est que c'est la première fois où en fait on a gagné le concours par KO. C'est-à-dire qu'il y a une des agences qui a abandonné en cours de projet. Donc je vais revenir là-dessus parce qu'avec un regard un petit peu, enfin, plus mûr sur cette situation, c'est des choses qui sont liées au débat. En fait, ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est qu'au-delà du jeu, au-delà de ce que nous on cherchait, on a produit un espace de débat. Et cet espace-là, il était nécessaire, il était souhaité. Et c'est ce qui est, c'était il y a 5 ans, et je pense que c'est toujours vrai, en tout cas, l'importance de pouvoir discuter de concepts, l'importance de justement de pouvoir différencier les concepts dont on parle, et c'est ce à quoi je vais aboutir à la fin de la présentation. Bon, cette introduction est un petit peu longue pour vous dire qu'il y a aussi, depuis un cadre d'enseignement, se poser la question de si on a besoin de ces compétences finalement, ou en tout cas si on estime qu'elles sont utiles pour l'analyse urbaine, comment est-ce qu'on peut former des étudiants à le faire. Un espèce de risque qu'on a pris aussi pour tester ça, qui a des résultats très différents, mais très intéressants par ailleurs, que je ne vais pas développer aujourd'hui directement. Et pour dire aussi que donc Play the City, qui n'a pas pu venir ici, donc et Kim Tan, qui est fondatrice de cette société, qui est ancienne doctorante de Juval Portugali, donc aussi un penseur de la complexité, qui est associé à la fois à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv et de Delft, propose en fait ce genre de choses avec on va dire souvent une posture de résolution de problèmes, des choses qui sont très différentes et avec une richesse qui est bien supérieure à ce que je vous propose aujourd'hui, mais c'est plus pour avoir un panorama peut-être un peu plus large de situations dans lesquelles on peut mobiliser à la fois du présentiel et de l'asynchrone, finalement, des informations qui vont être complétées justement par Internet ou à différents types de temporalité. Donc voilà, avec dans ce cas-là, assumer une résolution de problème, qui est aussi un des enjeux. Est-ce que le jeu sérieux est là pour résoudre un problème ou pour ouvrir un espace de débat? Moi, ce que j'avais fait de mon côté, c'était plus ce débat-là, au final. Mais donc, du coup, enfin, voilà ce genre de questions. Donc sur la base, en fait, ces travaux, ils s'inscrivent dans une longue série de travaux qui se sont faits déjà sur, on va dire, la construction de modèles communs, d'une certaine manière, qui, entre autres, les travaux d'Étienne sont particulièrement significatifs sur la modélisation d'accompagnement sur ces points-là. Et puis, plus récemment, justement, toutes ces démarches un petit peu de participation, justement, amenées à poser cette question de manière plus régulière et de plus en plus précise peut-être, mais de toute façon, c'est simplement qu'elle est beaucoup plus présente. Donc la manière dont moi je conçois le jeu sérieux, c'est produire cet espace d'expression, un espace d'échange, l'importance du langage à travers le matériel de jeu et la règle de jeu, qui permet de mettre les joueurs, les acteurs autour de la table au même niveau de communication. C'est-à-dire qu'on va tous avoir notre vocabulaire, on va tous porter une certaine vision, mais vous allez avoir en fait une règle qui va vous dire à un moment ou à un autre, ce pion, il faut le poser ici. Et le sens que vous voulez donner à une action, tout le monde a le même langage finalement pour le transmettre, ce qui n'empêche pas que c'est complété par du langage verbal, par du langage corporel, qui est tout aussi important à relever, à noter et à tracer que les informations qui sont données sur la carte, que les informations qui sont données à travers le jeu. Mais ce langage-là permet quand même de rassurer aussi énormément l'ensemble des participants. C'est pas tout à fait simple quand on imagine qu'un architecte sait dessiner de prendre le crayon face à un architecte. Donc voilà, en soi, les architectes savent pas dessiner mieux que les autres, mais c'est ce genre de représentation en fait qui est en jeu. L'idée, c'est d'essayer de briser le plus possible de barrières pour pouvoir communiquer le plus facilement. Et donc du coup, l'objectif de ce genre de démarche, c'est vraiment cette notion de contexte social et spatial. Comment est-ce que rapidement on peut entrer en matière, comment est-ce qu'on peut avoir des informations autour de ça, et développer une prospective. Et cette prospective, comme tu l'as souligné tout à l'heure, elle se fait pas, en fait, en tout cas le projet ne va pas se faire en une étape. À la fin d'une étape, on va avoir une sorte de contrat, quelque chose qui est vraiment significatif pour l'ensemble en fait, des participants. Et puis c'est la récurrence qui va faire qu'on va pouvoir avancer sur des bases solides. Donc souvent, ça prend plus de temps qu'un projet
qui va pouvoir être peut-être plus directif d'une certaine manière. Mais par contre, les forces en présence sont... Il y a les réticences sont beaucoup plus contenues, beaucoup plus ponctuelles. En fait, les points de blocage sont anticipés d'une certaine manière parce qu'ils ont un espace où s'exprimer. Donc l'objectif pour pouvoir faciliter cette communication, c'est forcément un cadre clair, quelque chose de rassurant, une transparence des hypothèses, une transparence de la règle, de la méthode qui est dite, redite, avec un support qui l'explicite également, et veiller au contexte d'interaction, au contexte donc humain, on va dire sur l'ergonomie. Et le contexte implique à la fois la salle, la pièce, l'atmosphère, à la fois le jeu, la qualité du matériel. Plus vous allez avoir une pièce qui est lourde à manipuler, plus vous allez réfléchir avant de la poser. Typiquement, vous avez tous joué avec un jeu d'échecs en plastique, un jeu d'échecs en bois qui est lesté. C'est cette idée-là, de la même manière, plus le matériel va être cheap d'une certaine manière, plus vous allez justement l'utiliser de manière pas irréfléchie, mais accorder moins d'attention à ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ce cas-là, il faut jouer sur les deux niveaux. C'est-à-dire que pendant le jeu, il y a des étapes sur lesquelles on veut des informations qui sont importantes. On va dire simplement des choses qui sont liées aux spatialités, à l'usage, ce genre de choses. Et là, il nous faut l'attention en fait, des participants. Mais cette attention, on ne peut pas l'avoir pendant 3 heures, pendant 4 heures. Donc il faut aussi prévoir des étapes de jeu dans lesquelles en fait, on relâche l'attention. Et donc du coup, qui vont être une sorte de petit défouloir. Et en fait, c'est cette espèce de rythme qui participe aussi au contexte d'interaction et qui fait partie de la conception du jeu. C'est ce genre de choses qui est importante à prendre en compte justement pour éviter de s'épuiser à ce genre de pratique parce que c'est vraiment c'est très exigeant d'apprendre un nouveau langage, de le mettre en œuvre, de se confronter aux autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tout l'intérêt, en tout cas, moi, ce que je suis parti avec cette hypothèse-là, et j'ai pu le vérifier sur cette petite expérience-là, c'était de mettre justement différents types de savoirs, en fait, au même niveau. Et ça a été particulièrement intéressant. L'objet, c'est vraiment d'arriver à comprendre une situation et de faciliter l'action sur cette situation-là. Alors, faciliter l'action, je ne l'ai pas abordé avec la question du risque, par exemple, parce que c'est un point qui est important. On est parti un petit peu à l'inverse. On est parti, en fait, de calques techniques assez classiques sur l'inondation, sur beaucoup de contraintes qui étaient liées à l'environnement, sur la pollution des sols et tout ça. Et en fait, le jeu, petit à petit, masquait ces couches-là pour amener à des questions qui étaient autres. Donc finalement, ce risque, petit à petit, on montrait qu'on le prenait au sérieux, parce qu'on doit le prendre au sérieux, et pour autant, on doit poser d'autres questions. Ces autres questions, c'est lié au débat, ça va être lié justement aux différents types de concepts. Ça, je vais y arriver tout de suite après. Mais ce qui est intéressant aussi à relever, c'est la notion de conflit, qui est lié, donc que tu souhaites faire émerger à travers le risque, de ce que j'ai compris tout à l'heure. Nous, dans notre cas, en fait, on voulait l'éviter dans une pratique de concours. Et on voulait l'éviter, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même invité nos concurrents à la table. C'est-à-dire qu'il y avait les 2 autres équipes d'architectes, en fait, et d'urbanistes sont venus participer au jeu. Il y avait une personne de notre agence, et puis il y a une dizaine de joueurs, en fait, qui étaient membres du jury, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, dans cette situation-là, les urbanistes qui auraient eu intérêt à saper notre proposition, en fait, n'ont pas pu le faire parce que collectivement, il y a une sorte de choses qui se disent pas de la même manière. On a eu des informations sur des verrous personnels, sur des pièces urbaines avec un intérêt personnel qui peuvent pas se dire ou difficilement se dire, mais qui impliquent un détournement de langage, un détournement d'usage du jeu, de la règle, et qui n'est pas acceptable collectivement. Et donc quand je disais tout à l'heure que finalement ce type de projet permet en fait de désamorcer beaucoup de problèmes à venir, c'est que sur la base de cette réunion-là, à la fin, donc l'animation devait durer une demi-heure, elle a duré 2 h 30, et donc la dernière équipe qui devait présenter a abandonné. Mais à la fin de cette réunion-là, en fait, on avait tous les éléments pour aller ensuite, pour avancer vers une analyse plus fine, une analyse et un pré-projet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est en ça où ça ne veut pas dire que dans le temps, il n'y a pas des problèmes qui peuvent se passer, comme je sais que ça a été le cas dans d'autres situations. À un moment, quelqu'un va revenir sur son avis, parce qu'un jour, il pense une chose, et puis le lendemain, il pense autre chose. Mais quand collectivement, ça a été validé, ça nécessite quand même un argument et un investissement beaucoup plus fort pour faire machine arrière. Donc cette espèce d'accord tacite qui est produit donc, par la discussion
et par le compte-rendu, parce que c'est aussi un objet qui est très intéressant, un compte-rendu qui permet à la fois en fait aux participants au sein de nous, qui nous a permis de communiquer avec nos collaborateurs en fait, parce qu'il y a des dessinateurs, il y a des gens qui vont travailler dessus que quelques jours et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là en fait ils ont rapidement en fait une sorte de vision globale. Pour les élus, ça leur a permis justement aussi de valider ce compte rendu. Et là vous avez l'ensemble du compte rendu en fait. Donc c'est pas 10 pages à lire ou ce genre de choses. Il y a peu d'éléments. Dans le fond, c'est pas une démarche qui nous permet d'agréger beaucoup d'informations, mais par contre, elle permet de les agréger de manière durable, d'une certaine manière, de manière pérenne plutôt. Donc cet objet intermédiaire a en tout cas la possibilité nous a permis d'avoir des informations sur le contexte qui nous ont permis d'aller plus loin dans l'analyse. Maintenant, je voudrais préciser justement ce que ce type de démarche, à mon sens, peut amener au diagnostic urbain et territorial, dans le sens où la question du diagnostic, à l'époque, l'agence se posait déjà, donc l'agence Interland en question, se posait déjà la question de comment le faire évoluer, comment finalement aller plus loin que ce qu'on nous demandait, comment être plus efficace que ça. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure à travers les différentes tranches complémentaires sur la participation et tout ce qui suit autour de ça. Donc ça, il y a différents constats qu'on a fait à plusieurs reprises durant durant cette première journée, la question des acteurs, la grande quantité d'acteurs qui participent justement aussi à augmenter la complexité, le fait que les limites de ce qu'on appelle territoire, ce qu'on va appeler ville, ce qu'on va appeler quartier ou d'un lieu, comme moi je le traite dans ma thèse, c'est des constructions complexes, c'est des choses qui évoluent dans le temps, c'est des choses qui sont moins figées qu'une ligne administrative telle qu'elle avait pu avoir du sens, et elle en a toujours, mais elle en a pas, elle en a pas. Il y a certaines dimensions dans lesquelles elle a perdu du sens, en tout cas pour les spatialités, et d'autres types de choses. Et donc l'idée, c'est de voir avec ça autour des enjeux urbains qui émergent et qui vont continuer d'émerger, parce que la ville va encore porter d'autres types. Aujourd'hui, c'est le développement durable, où on a parlé d'égalité, on a parlé de spécificité à un moment. Dans 10 ans, ce sera d'autres enjeux encore qui vont émerger, et ainsi de suite. Des questions vont sans cesse se renouveler. Mais du coup, ce qui me semble intéressant, c'est que, en fait, à travers ce jeu sérieux, ça peut être une contribution à discuter des concepts faibles. Je vais juste m'arrêter là-dessus un petit peu pour vous soumettre cette idée qui est issue justement des travaux de Jacques Lévy. Sur la relation, on va dire, entre un concept qui va être fort dans le sens où c'est quelque chose que l'on peut résoudre. Donc typiquement, en diagnostic urbain, on vous appelle à une agence d'ingénieurs en déplacement pour des problèmes justement de quantification de véhicules à 20, 30 ans, ce genre de choses. Là, on a un problème. Et on a les outils cognitifs pour pouvoir commencer à entrer en matière avec ce problème. Dire qu'on peut faire la prospective à 30 ans, tout à fait. Même si entre nous, on peut se le dire vis-à-vis des élus, c'est difficilement défendable. Mais, parce qu'il y a toujours le côté du modèle et du cas particulier. Mais on a quand même des outils qui sont robustes pour avancer dans ce sens-là. Pour ce qui est du développement durable, par exemple, c'est nettement moins le cas. Et ça relève du concept faible, justement. Et il n'est pas faible parce qu'il est moins important que le concept fort, il est faible parce qu'il est plus important, mais que la conceptualisation est moins robuste. C'est-à-dire qu'on a besoin de définir entre nous, pour Rayon Sud dans le cas en question, qu'est-ce que le développement durable pour vous, pour eux, à ce moment-là. Et donc du coup, à travers cette méthode-là, c'est pas de se dire qu'à un moment ou un autre, sur les 3 piliers, il y en a un qui est le plus intéressant, ou sur d'autres types, sur les SWOT, ça va être l'un ou l'autre qui est le plus intéressant. L'idée, c'est vraiment de voir pour ces acteurs-là, donc avec cette méthode, quelle va être la spécificité de ce contexte, de cette société civile à ce moment-là, dans cette situation-là. Donc voilà, c'est en ça où cet espace finalement... donc moi je le comprends aujourd'hui comme une production d'espace pour le débat qui favorise la mise au débat, la mise en question des valeurs, la mise en question des concepts et particulièrement des concepts faibles. Je ne pense pas que ça soit approprié, en tout cas pas sur cette méthode exactement pour les concepts forts, donc approprié pour les concepts faibles. Et à mon sens, ça permet d'avancer sur différents
différents types de problématiques temporelles, sur du temps court, du moyen, et puis de voir justement si une telle démarche faite de manière récurrente avec des acteurs qui sont différents pose d'autres types de problèmes. Et c'est là où Kim Tan est allée beaucoup plus loin que ce que je vous propose aujourd'hui. Et c'est dommage qu'elle puisse pas l'amener parce qu'elle a déjà mené des projets sur un temps beaucoup plus long. Donc ça serait tout à fait intéressant. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur partage d'informations synchrone, en présence et asynchrone, donc en jouant sur les deux. Je vais simplement m'arrêter là. C'est les deux travaux que j'ai cités tout à l'heure, rapidement. Et pour ce qui est de l'enseignement, enfin voilà, pour parler de cette expérience-là, je pense que c'est pas approprié, mais si ça vous intéresse, j'ai aussi des compléments pour vous montrer un peu ce qu'on expérimente en ce moment.